Bonjour, vous êtes à l'Institut des Libertés. Moi aussi d'ailleurs, vous remarquez. Enfin, ça c'est autre chose. Moi aussi, je suis à l'Institut des Libertés. Et là, aujourd'hui, je dirais pas un vieil ami, parce que ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. Oui, on se connaît, oui. On se connaît, mais on est plutôt copains. Bien qu'on arrive de trucs complètement différents. C'est un ancien communiste et tout, mais il est très bien. Je l'aime beaucoup. C'est pas grave. Vous savez, on a le il y a longtemps. Il y a longtemps. Et donc, il a quelque chose que je trouve tout à fait sympathique, c'est qu'il aime beaucoup son pays. Il n'y a plus que des gens de notre âge qui aiment notre pays. Hein. Oh, je pense qu'on est encore assez nombreux, oui. On est quand même assez nombreux, oui. Oui, c'est sûr qu'avec l'âge, ça rapproche. Mais je pense que dans la jeune génération, il y en a pas mal. Il y en a pas mal aussi, tu me rassures un peu, parce que c'est quand même une... Bon, alors, donc, on est très copains, bien que... Ce qui prouve qu'on peut discuter avec des gens qui ont des parcours différents. Bien sûr. On n'a pas besoin. Ça enrichit. Ça enrichit, je suis d'accord avec toi. Et là, il vient d'écrire un livre que j'ai trouvé très intéressant. Donc, c'est dans la catégorie... des livres, c'est Alain Le Bihan, donc Énergie, un crime d'État, préface de Loïc Lefroc-Prigent. Alors c'est un tout petit livre qui fait 130 pages et je vais lui poser des questions dessus, mais vous savez, imaginez que vous soyez un citoyen de bonne qualité et que vous vouliez vous faire une opinion sur ce qui s'est passé dans le domaine de l'énergie en France depuis 50 ans. C'est comme un petit dossier qui a été fait pour vous, où vous avez tous les éléments du programme à partir de 1974, ce qui s'était passé avant. Parce qu'il faut bien que vous vous rendiez compte d'un truc quand même, c'est que l'énergie, les investissements énergétiques, ça a une durée de vie entre 35 et 50 ans. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas traiter ça dans le court terme. Votre programme énergétique, vous en avez rien à foutre qu'il y ait des élections cantonales, municipales ou législatives qui arrivent, et c'est pas pour ça que vous allez l'interrompre. Parce que c'est une question de vie ou mort pour le pays. Donc, le titre pose 2 ou 3 questions que je trouve très intéressantes. D'abord que, dans le fond, l'indépendance énergétique la plus grande possible, c'est peut-être une des responsabilités de l'État. Absolument. Puisque ça dépasse les capacités d'intervention du secteur public, du secteur privé, ce qui ne veut pas dire que le secteur privé ne va pas intervenir dedans, mais il faut qu'il y ait une espèce de maîtrise, ce qui est curieux pour un libéral, mais enfin c'est comme ça. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que la préface est de Loïc Lefroc-Prigent, que tout le monde connaît, et qui, lui, s'était investi dans cet effort. Il a été partie prenante de cet effort de développement énergétique pendant 30 ou 40 ans. Et il n'arrête pas de pousser des cris partout en disant que tout ça a été trahi. Donc, je dis, ce livre, c'est un livre qu'il faut lire et qu'il faut avoir aussi dans sa bibliothèque. Donc maintenant, je crois qu'on peut en parler librement, mais je voudrais poser une question, c'est qu'est-ce qui est arrivé à nos hommes politiques qui, à partir de, je ne sais pas trop quand, quelque part, la fin des années Mitterrand ou je ne sais pas quoi, sont incapables de prendre en compte les intérêts du pays et le long terme. Absolument. Comment c'est arrivé? Comment tu as senti ça? Comment ça s'est passé? Parce que tu as dû le vivre, ça. Tu as vu là, cette espèce de trahison. Oui, parce que ça fait longtemps que je m'intéresse à ces questions et que je les suis dans l'actualité. Et j'ai constaté les abandons successifs. On va dire, disons qu'il y a toute une période dans laquelle j'inclus les 2 septennats de François Mitterrand, où c'est EDF qui avait la responsabilité de la production et de la commercialisation d'électricité. Et on lui foutait la paix. Pardon ? Et on lui foutait la paix. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait des relations avec l'État, avec un partenaire dans lequel on avait confié une responsabilité, dans lequel on avait la confiance. Et à partir du gouvernement Chirac, c'est-à-dire le premier avec Alain Juppé, celui qui s'est rendu impopulaire en l'espace de 2 ans, il avait mis une ministre qui était chargée de l'écologie, qui a déjà commencé à chercher des poux dans la tête pour simplifier à EDF. Alors toi, ce que tu dis, c'est que dans le fond, c'est avec l'apparition des écologistes comme force politique, c'est là que ça commence à déconner, quoi. Oui, à partir du moment ça commence à partir de 74 en fait. À l'élection présidentielle de 74, il y a un candidat écologiste, bon, qui est un brave type, c'est un ingénieur agronome, bon, il
C'est celui qui parlait de l'Afrique, non? Pardon? C'est pas celui qui parlait de l'Afrique? Oui, il avait travaillé essentiellement en Afrique. L'Afrique noire est mal partie, comment il s'appelait? Par contre, il avait comme directeur de cabinet Brice Lalonde. Déjà? Qui était, lui, le patron des Amis de la Terre. Les Amis de la Terre, c'était une grande organisation écologiste américaine qui avait donc une filiale en France. Et à partir de ce moment-là... C'était le cousin de Kerry, le ministre actuel des Affaires étrangères. Le cousin de John Kerry. Et à partir de cette époque, l'écologie va prendre une place toujours de plus en plus importante dans la vie politique, avec comme objectif la lutte contre le progrès, pour simplifier, c'est-à-dire le retour à la nature, et puis comme cible le nucléaire français, et en particulier le surgénérateur de Crest-Malville, puisque la grande manifestation qui va avoir lieu à Crest-Malville et qui donnera lieu à un décès d'ailleurs, se tient en 77. 20 ans après, 20 ans plus tard, à un mois près, Madame Voynet, qui est devenue ministre de l'écologie, fera fermer Fessenheim. On fera fermer Superphénix. Je me souviens très bien de cette histoire. On a, comme qui dirait, Ça prend du temps, hein? Un rappel. Donc, alors, cette classe politique, elle s'est trouvée face à l'écologie, le mouvement écologiste qui dans son nature, comme dans ses objets, finalement, ils veulent le bien de tous. Ils veulent que la nature soit, etc. Bon. Et à partir de ce moment-là, personne ne les a jamais véritablement attaqués. Donc, ils n'ont plus continué. Est-ce qu'on sait d'où vient leur argent? Est-ce qu'il y a des audits qui sont faits sur l'origine des fonds de ces NGO écologistes? Ah non, ça s'est jamais fait. Je pense que maintenant, les conditions sont réunies pour que tout ça commence à sortir, parce que, bon, vous avez quand même 3 organisations écologistes, le WWF, vous avez les Amis de la Terre, et puis Greenpeace, et ces 3-là, elles irriguent tout le circuit, et puis elles ont des intérêts totalement divergents avec les intérêts de la France, quoi. Oui, mais on n'a jamais su. Moi, ce qui m'a toujours sidéré, c'est qu'on laisse des gens intervenir dans le débat politique, comme ces NGO, là, ces grandes sociétés, et on ne sait pas qui les finance, ni comment, ni d'où vient leur fric. Leurs comptes ne sont pas publiés. Oui, absolument. On ne sait pas qui les finance, on ne sait pas comment ils arrivent, parce que... On ne sait pas quels sont leurs liens avec les journaux. Vous avez des gens qui arrivent à avoir des postes de direction dans ce mouvement. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas quels sont leurs intérêts. Par contre, quand on a un peu de recul et qu'on s'intéresse à eux, là, on s'aperçoit quand même qu'il y a toute une partie opaque. Voilà. Je prends Joschka Fischer, l'Allemand, qui a été vice-chancelier en Allemagne, qui est donc le numéro 2 en Allemagne. Bon, on s'est aperçu quand même qu'il avait pris une part déterminante dans les bombardements en Yougoslavie. Comme écologiste, vous avouerez qu'on fait mieux. Et dans un deuxième temps, on s'est aperçu quand même qu'il était très proche de think tanks américains néoconservateurs. Donc, si c'est après, comment c'était avant? Maintenant que voir des Allemands qui font bombarder des Serbes au profit des Croates, ça n'a rien de bien nouveau. Ça, c'est quelque chose. Mais ce qu'elle veut dire, c'est que donc il y a eu cette espèce de mouvement écologique qui est sorti de nulle part, mais qui n'a jamais fait de voix en France. Contrairement à l'Allemagne, on est toujours à 2 ou 3%, quoi. Oui. Alors si il a réussi à franchir les 5%, très peu de fois. C'est avec le type qui était maire d'à côté de Bordeaux. Là, pour une fois, ils ont dépassé les 5%. Mais sinon, c'était Mamère, il s'appelait... Pardon? Il s'appelait Mamère, non? Oui, Mamère, oui. Oui, on disait le père Mamère est une ordure. La plupart du temps, où ils ont eu une place importante, c'est aussi autour des élections européennes. Ah ben, parce que les élections européennes, plus personne ne va voter. Propice à ça. Mais puis comme il y a 30% des gens qui vont voter, tu peux aussi avoir plein de députés pour rien. Voilà. Et toi, tu analyses ça comme une espèce de mouvement contre la science, contre le progrès, contre l'indépendance énergétique. Oui, alors ça se manifeste assez tôt. Il y a un colloque dans les années 80 qui marquera quand même, qui est organisé par la CFDT, et avec cette mouvance écologiste qui s'appelle les dégâts du progrès.
Et les dégâts du progrès, c'est quelque chose qui va perdurer pendant très longtemps comme idéologie de base. C'est-à-dire, oui, ça sert à rien finalement de progresser parce que ça crée autant de difficultés que ça amène de solutions. C'est quand même nouveau dans le discours politique parce que le progrès constitue quelque chose qui est de l'amélioration générale. Oui. Et là, pour la première fois, et surtout venant d'un mouvement syndical, on explique que finalement, non. C'est pas ça le sujet. C'est quoi le sujet ? C'est-à-dire qu'ils vous disent que, et c'est là tout l'objet de l'attaque contre le nucléaire, c'est que le nucléaire est dangereux. Le nucléaire génère des déchets, engendre des déchets qui vont être dangereux et crée une société qui par nature est centralisée et de nature fasciste. Alors, alors, et le feu de bois, c'est démocratique. Le feu de bois, c'est démocratique. Et envoyer sa femme chercher de l'eau avec un seau, oui, parce qu'il fait froid dehors et qu'on n'a pas envie d'y aller soi-même, ça c'est démocratique aussi. Absolument. On ne demande pas la vie à la femme, quoi. Mais ce qui est paradoxal dans leur affaire, c'est lorsque EDF est contraint de payer l'éolien et les panneaux solaires, donc c'est une organisation centralisée, EDF, puisque c'est une compagnie nationale, là c'est bien. Il y a moins de regard quand même. Il y a moins de regard, mais là aussi parce que il y a moins de méfiance. Il y a moins de méfiance parce que probablement une grosse partie de l'argent va, je sais pas, par exemple, à des propriétaires de journaux, quoi, ou des trucs comme ça. C'est pas complètement impossible qu'il y ait des aménagements avec la presse. Voilà, c'est là où on se retrouve. C'est-à-dire que lui et moi, on méfie beaucoup des pouvoirs qui veulent notre bien. C'est-à-dire que moi, avec le sourire, on comprend comment ça se passe. Avec le sourire, donc, par rapport à la question du début, c'est que moi, je me suis posé cette question-là, c'est l'augmentation des factures. Pourquoi l'augmentation des factures alors que jusqu'à présent, tout le monde était satisfait, on avait l'électricité la moins chère, la plus... Et ça, c'est Sarko qui a passé ce truc idiot avec... Non, chacun y est allé de son petit effort. Voilà, chacun y est. Donc le premier, c'est Jospin qui, lui, accepte donc les directives européennes de casser EDF et de mettre un terme à l'expérience du surgénérateur. Ça, disons que c'est l'acte fondateur. Après, celui qui va lui succéder, Sarkozy, lui, quelle va être sa touche ? C'est de dire... EDF, finalement, son énergie nucléaire appartient à tout le monde. On va créer un machin qui s'appelle l'AREN, c'est-à-dire l'accès à l'énergie nucléaire historique. C'est-à-dire on va vendre à un prix en dessous du prix de revient à qui voudra l'acheter. Étant entendu qu'on les connaît déjà, à qui voudra l'acheter le courant électrique d'EDF pour que on ait une idée d'un nouveau marché. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs opérateurs, alors qu'en fait... il n'y a qu'un producteur. Il n'y en a qu'un. D'ailleurs, c'est ce qu'il faisait dire à l'ancien patron d'EDF. Il disait ah oui, la publicité pour l'énergie verte, oui, mais c'est la mienne, camarade, c'est du nucléaire. Oui. Et c'est vrai, alors, donc, l'apport de Sarkozy, lui, ça a été de créer un peu plus EDF. Un bitonio, quoi. Ouais. Qui servait à rien. Oui. Et qui faisait que monter le prix pour les Français. Voilà, c'est-à-dire que... Et dans le même temps, on va accélérer le programme d'installation des éoliennes. Parce qu'il faut du durable. Vous savez, c'est magique, cet adjectif. J'ai toujours pensé, moi, que le coup génial, c'était le coup du gaz naturel. Parce que, comme il y avait gaz naturel derrière le gaz, c'est un hydrocarbure comme l'essence. Hein, il n'y a pas de différence chimique entre le gaz et le... mais comme c'était naturel, tout le monde acceptait un gaz naturel, vous ne pouvez pas être contre. Oui. Tandis que le nucléaire, c'est pas du tout naturel. Ah non, c'est pas du tout naturel. Donc la puissance des mots est incroyable. Piège le discours. En plus, il faut bien s'apercevoir que le producteur de courant électrique, il ne peut pas mettre ses produits en magasin. Ah ben non, il n'y a pas de stockage. Donc tout ça, ça passe dans des câbles, c'est des électrons qui passent dans des câbles et qui va chez des gens qui sont raccordés. Bon. Donc c'est quand même un système bouclé, un système complet. Donc, comment on fait pour l'ouvrir ? On invente des tas de choses qui vont nous permettre de dire, voilà le marché nucléaire. Mais
Il y a deux choses qu'il faut voir. C'est qu'il y a une demande de courant électrique qui est constante. Oui. Et seulement à partir d'une certaine heure de la journée, il y a une demande supplémentaire qui se manifeste. Alors cette demande supplémentaire, elle était couverte par l'hydraulique, c'est-à-dire on ouvre les barrages, ou par le gaz, ou par le charbon, c'est-à-dire quelque chose qui s'allume et qui rentre très vite en fonctionnement pour répondre à la demande. Et là, eh bien, on a dit, on va remplacer ça par des éoliennes et des panneaux solaires. Pardon ? Ça stocke pas, donc on pouvait pas. Ah, ça, s'il y a du vent pendant un moment, on n'en a pas besoin. Ouais. Alors là, c'est là que le problème se pose, c'est que lorsque vous installez des éoliennes, les éoliennes ne peuvent fonctionner que quand il y a du vent. Et s'il y en a trop, elles s'arrêtent. Et s'il y en a trop, elles s'arrêtent. Voilà. Et on a la même contrainte avec le solaire, ça ne peut marcher que 2 jours, et quand il y a du soleil. Donc ça ne correspond pas à la demande. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Et c'est ce qu'on a appelé la transition énergétique, et c'est ce qui va arriver avec François Hollande, le successeur de Sarkozy, c'est de dire, tout ce qui est production durable, soleil et vent, ça va devenir prioritaire sur le circuit. Réseau. Donc ça va arriver n'importe quand et ça va déstabiliser le réseau. Ouais. Et à partir de ce moment-là, donc c'est encore un coût supplémentaire de donner à l'outil qu'a construit le pays. Parce que l'outil, il appartient à personne, il appartient aux Français. Il appartient aux Français. C'était ça l'idée. Et on s'est même débrouillé pour, d'après ce que j'ai compris, indexer le prix de cette énergie supplémentaire sur le prix du gaz, parce que les Allemands c'était comme ça qu'ils calculaient le prix de leur énergie, c'était en fonction du gaz marginal qu'ils achetaient à la Russie. Mais nous, on ne sert pas de gaz. On n'en avait pas besoin, donc on s'est débrouillé pour que le prix de l'électricité augmente en France comme une fusée, parce que le prix du gaz augmentait, dont on ne servait pas pour faire de l'électricité. Oui. Il faut quand même avoir fait Polytechnique pour faire ce coup-là, non ? Ah oui, mais ça, c'est l'apport de Sarkozy. C'est-à-dire que lorsqu'il a créé le marché, entre guillemets, le marché de l'électricité, on s'est posé la question, mais on va fixer le prix sur quoi ? Et les Allemands avaient l'idée, parce que de toute façon, les Allemands, depuis le début, la seule chose qui les intéressait, c'était de détruire EDF. Eh bien, ils ont dit, écoutez, on va fixer le prix sur le prix du gaz. Mais le gaz, par nature, c'est spéculatif. Évidemment, donc, surtout sur le spot. Ça baisse, mais s'il n'y en a pas, ça diminue. Mais surtout sur le spot, tu te rends bien compte que le spot, c'est l'endroit où... Donc, le spot, c'est le prix d'aujourd'hui, mais vous auriez pu mettre ça sur le prix du gaz en moyenne des 12 derniers mois. À la rigueur, ça n'aurait pas été trop con. Mais même, il n'y a aucune raison. Mais je veux dire, si vous le mettez sur le prix, ça veut dire qu'il y a des variations de rentabilité pour EDF qui la foutent en faillite. Donc, ils ont réussi. Moi, ce que je dis toujours aux gens, je suis un financier, je rigole, hein, mais c'est vrai, je suis un financier. Et donc, on m'aurait dit, il y a 10 ans, il va y avoir une crise énergétique. Je me serais dit, je vais me bourrer d'Alstom et de EDF. Bien sûr. En tant que boursier. Bien sûr. Tu vois, et donc, j'aurais perdu tout mon fric. Pas parce que c'était des mauvaises sociétés, mais c'est parce que l'État qui s'occupait de ces 2 sociétés les a foutues en l'air sciemment. Donc, c'est pour ça que quand je dis aux gens, si vous achetez en bourse, n'achetez jamais une société dans laquelle le capital est dans l'État, parce que vous allez vous faire ruiner. Parce que... Alors ça renforce l'idée que j'ai développée aussi dans ce livre, c'est que EDF, c'était un établissement public à caractère industriel et commercial. C'est-à-dire c'est une entité. Si à partir du moment où on en fait une société anonyme, on éclate. C'est-à-dire, on crée les conditions pour que, finalement, à un moment ou à un autre, ça puisse changer de direction et d'orientation. Or, l'intérêt de l'établissement public à caractère industriel, c'est que c'est la propriété de la nation, à charge pour le pouvoir qui est en place d'entretenir l'appareil de production. De l'entretenir, c'est-à-dire de faire bénéficier des fruits de l'effort des Français. Et là, je voudrais revenir sur une idée qui est très importante, mais... En tant que bon libéral, j'essaye de réfléchir sur le rôle de l'État, parce que c'est important. Et alors, il est vrai que le marché se fait mieux, les dépenses d'investissement, etc. Mais quand tu regardes l'énergie, donc il y a un cycle à 30-35 ans, le rôle de l'État, c'est d'assurer ce qu'on appelle, en termes techniques, l'antifragilité. C'est-à-dire que l'économie française deviennent de moins en moins fragiles. Tu vois. Absolument. Et donc, et ça, pour l'économie française, c'était un gage d'antifragilité d'avoir son propre truc. Donc,
tu es un gouverneur, tu as un dirigeant français, tu te dis c'est un élément d'antifragilité qui me permet de prendre des risques par ailleurs qui augmentent ma rentabilité, tu vois, mais à partir du moment où tu mets en risque cet outil d'antifragilité, que tu le rends fragile, c'est tout l'édifice qui est en ça veut dire que tout ton système devient infiniment fragile et que tu risques de sauter. Donc le rôle de l'État, c'est de penser au long terme quand même et de définir là où il va faire peser les efforts pour que la société devienne moins fragile. Ben, c'est ce qu'avait fait De Gaulle, c'est ce qu'avait fait Giscard. En fait, c'est ça. Ils avaient bâti un système antifragile qui permettait au reste de la France de supporter plus de chocs sans sauter. Et ces cons-là, ils nous l'ont foutu en l'air en 15 ans, en 20 ans. En 1945, qu'est-ce qui fait cette espèce d'accord à l'issue de la guerre entre les gaullistes et les communistes? S'ils se mettent d'accord sur EDF, en gros, à EDF, on ne fait pas de profit, sauf pour les Français. Mais par contre, en aval, tous ceux les entreprises vont pouvoir bénéficier de ça et pouvoir faire des bénéfices et distribuer les bénéfices. Finalement, c'est un accord qui donne une puissance extraordinaire. En plus, on ajoute le commissariat à l'énergie atomique qui réfléchit déjà. Alors, faut dire aussi qu'on a à cette époque-là, on a des types qui sont capables de se projeter dans le futur. Voilà. Bon, je ne voudrais pas être cruel, mais enfin, aujourd'hui, disons, on peut dire que la période de paix, elle n'a pas amené quand même les meilleurs cerveaux à la tête du pays. C'est une réflexion qu'avait fait Roland Hureau dans son bouquin sur la destruction de l'État. Et là, je retrouve tout à fait, on a vraiment des gens dont l'horizon mental est vraiment très court. Mais mental et leur capacité à comprendre, et ça, j'en discutais avec un jeune avec qui j'ai fait une interview il y a quelques heures, c'était... Tu regardes en Angleterre, il n'y a que des pantins à court terme. Tu regardes les États-Unis, il y a un type qui est gâteux et qui est incapable de se projeter. Tu regardes l'Allemagne, il n'y a que trois crétins aussi qui comprennent rien. Tu regardes partout et tous nos dirigeants sont d'une médiocrité, mais extraordinaire. Donc, on peut se décoster sur la capacité de la démocratie, dans une période tranquille, à nous amener des gars comme il faut. Mais où sont-ils ? Oui. À mon avis, on a un vrai problème aujourd'hui de sélection de nos élites, parce que partout, on n'a que des crétins. Oui, puis en fait, il y a une baisse générale du niveau. Mais je crois que les crétins attirent les crétins, moi. Pardon ? Un type puissant qui arriverait en France aujourd'hui, il s'entourerait de gens puissants qui trouveraient très facilement. Évidemment. Et eux, ils s'entourent que de guignols, parce qu'ils ont peur de la concurrence. Oui, par exemple, quand on pense que l'énergie... La production énergétique française, la production d'électricité, elle a été placée sous la tutelle des écologistes. Et vous savez qui a fait ça ? Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il a placé la EDF sous la tutelle de l'ADEME, qui est l'organisme dans lequel sont tous les écologistes de la place et qui sont là pour foutre en l'air les centrales nucléaires. Ils ont réussi en partie d'ailleurs, puisque mais les Français n'avaient pas voté pour ça avec lui. Pardon ? Les Français n'avaient pas voté pour ça. Non, les Français n'avaient pas voté pour ça. C'est comme, je pense, le traité de Lisbonne, l'attaque de la Libye, le retour dans l'OTAN. Voilà, on retrouve tout ça. À ce moment-là. Qui lui a donné ces instructions ? Qui lui a donné ces ordres ? C'est-à-dire, on est dans l'américanisation de la société française et il y a des manifestations qu'on est un certain nombre à percevoir. C'est vrai que c'est pas simple à comprendre pour tout le monde, mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il y a un autre système qui se met en place. Et ce système, dans ce système, l'écologie a une place importante. Et qui accroît terriblement la fragilité de notre pays. Et à partir de ce moment-là, oui. Parce que l'avantage qu'on avait sur le nucléaire, alors je prends quelque chose de très, très basique. Quand on voit la paperasse qu'une entreprise est obligée de gérer dans un pays comme le nôtre, quand on voit les dépenses qu'occasionnent les obligations administratives, le fait d'avoir une électricité pas chère, finalement, ça temporisait un peu, ça améliorait le fonctionnement général. Mais à partir du moment où vous avez en plus les prix qui montent, ça s'est traduit tout de suite par le nombre de boulangeries qui ont fermé, le nombre de petites boîtes qui ont arrêté leur activité. Toutes celles qui étaient grandes consommatrices d'électricité ont chuté. Ce que je dis aux gens, c'est l'économie, ça n'est que de l'énergie transformée. Donc si tu as une source d'énergie qui est fiable à long terme, etc.,
c'est une nation formidable à la production. Alors ça, on le savait. Oui, dès le début, on l'a su. Oui, on le savait. Et de ce point de vue-là, celui qui succède à Sarkozy, François Hollande, fait faire un rapport par l'ancien directeur de l'industrie sur qu'est-ce qu'il faut pour que l'industrie française soit compétitive. Qu'est-ce que dit Gallois? C'est Louis Gallois, en l'occurrence, qui, quand il remet son rapport, il explique dans son rapport, alors je détaille dans le livre, en gros, il dit, sans le nucléaire, l'industrie française est foutue. On ne peut pas se permettre d'en diminuer la puissance. Or, que va faire François Hollande? François Hollande, il va mettre en place la transition énergétique ou écologique, alors ça dépend des moments. En fait, la transition, ça aboutit à quoi? À diminuer le nombre de réacteurs et donc de fermer entre 14 et 20 réacteurs sur les 58 en fonctionnement. Bon, naturellement, c'est François Hollande, c'est-à-dire qu'il va pas aller jusqu'au bout parce qu'il a quand même une partie de son électorat qui est dans les usines, donc il peut pas se permettre de faire non plus n'importe quoi s'il veut un deuxième mandat. Et c'est Emmanuel Macron qui fermera Fessenheim. Fessenheim, c'est une... Avec Madame Borne qui était chargée de fermer les autres. Voilà, avec Madame Borne chargée de fermer les autres. Et qu'est-ce que c'est Fessenheim? Fessenheim, c'est une centrale qui a été installée en Alsace parce que on fermait en Alsace les mines de potasse. Les mines de potasse polluaient le Rhin, de la même façon que de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, BASF, lui, produisait le Rhin. Et donc, la France et l'Allemagne s'est mis d'accord dans le fameux couple en disant nous, on va fermer les mines de potasse et à la place, vous pourrez construire une centrale nucléaire. Et une fois qu'elle a été construite, les Allemands ont passé leur temps à vouloir la fermer. Vous avouerez quand même que... Vous savez, je tiens pas à dire du mal des Allemands. Vous savez, on va pas tirer sur une ambulance, mais c'était dans l'armée française, on appelait les Allemands les Saxons parce que dans une des grandes batailles de Napoléon, les Saxons, qui une partie de l'armée, était passée du camp français au camp en face. C'est-à-dire qu'au milieu de la bataille, ils avaient changé de camp et ils avaient décidé de tirer sur les Français. Donc je crois que c'est peut-être une vieille habitude qu'ils ont, j'en sais rien. Mais tirer sur les Français, ça les soulage quelque part. Bon, enfin, je ne veux pas dire du mal des Allemands. Personne n'est plus européen que moi, mais enfin voilà. Donc, mais écoute, c'est un très bon bouquin que tu as fait là et ça me fait grand plaisir de t'avoir reçu parce que quand même, d'abord, tu es un représentant, un dinosaure de la grande époque où la gauche croyait au progrès. Oui, moi je crois au progrès. Oui, moi aussi. Je ne crois pas au progrès, je crois à l'infinie capacité de l'esprit humain à trouver les solutions qui lui sont nécessaires. Oui, on appelle ça le progrès, mais on n'a rien à foutre, c'est simplement que nous sommes nés libres avec un esprit qui nous permet de le rester. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et tu expliques très bien comment, dans le fond, tout ça, depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça a été une démarche pour rendre la France de plus en plus fragile et les Français de moins en moins libres. Absolument. Et c'est étonnant, ce désir d'abaisser notre pays et de appauvrir les citoyens, de nous élus. Je ne crois pas que ces gens aiment la France. Ah ben tu vois, tu arrives même à la meilleur résultat que moi. Oui, je ne crois pas. Tu ne crois pas que ces gens aiment la France? Et j'observe aussi que cette façon de dévaloriser le français, d'en faire quelqu'un de pas malin, quelqu'un qu'on peut rouler facilement, à qui on peut raconter des histoires qu'il va gober. Mais je pense que ça dure qu'un temps. Hein. Je crois que ça dure qu'un temps parce que le peuple va se réveiller, mais pour le réveiller, il faut lui parler. Ouais. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était au poil. Ça m'a fait grand plaisir. Je te remercie. C'était bien. Merci.